Difficile de se faire un prénom quand on a un tel nom. Sa vie durant, Patrick Chauvel ne va avoir de cesse de dépasser ses aînés en faisant montre de toujours plus d'intrépidité. Cap sur le risque et l'aventure donc, en compagnie d'un sacré guide, avec ou sans filtre. C'est ici que commence votre vie, Patrick Chauvel. Et on va la faire, enfin, avant votre vie même. Hein. Oui, avant, oui, là, c'est encore... ça, c'est mon père et ma mère, donc le breton et la corse. Ils se rencontrent à Paris. Ils sont tous les deux dans la résistance. Elle, son père, Séraphin Luciani, est dans la résistance aussi. Mon père colle des affiches anti-allemandes, fait un peu le courrier pour des petits mouvements de résistance de lycéens, en fait. Et à un moment donné, il tombe sur un accrochage, il est blessé, et il va rencontrer Antonia. Antonia Luciani, d'Ota. Antonia Luciani du village de Ota. Ouais. Et Qui le soigne. Elle le soigne, mais elle ne le reverra plus. Et en fait, à la fin de la guerre, ils se retrouvent le jour des défilés. Mon père est sur un char de la 2e DB, et elle est sur une voiture, sans doute, enfin j'imagine, hein, une traction, j'imagine un peu tout ça. Mais il y a un côté extrêmement romantique dans cette rencontre de ces deux, parce qu'ils ont tous les deux 16 ans. Ils sont très jeunes. À la fin de la guerre, mon père a 18 ans. Il a menti sur son âge pour s'engager dans la 2e DB. Donc c'est deux jeunes qui sont pris par l'histoire. Et déjà, voilà, il y a l'histoire. C'est-à-dire que ma mère, même si je la connais peu après, elle vit l'histoire, elle fait partie de l'histoire. Lui, il est soldat, il n'a pas voulu être soldat. La guerre a fait de lui un soldat. Il vit l'histoire, il essaye de la transformer. Il deviendra journaliste après. Oui, parce que lui, il va la marquer, l'histoire. Jean-François il Chauvel, il va la marquer. En tant que journaliste, voilà, il va y participer. Un destin exceptionnel. À tel point que Jean-François, quand vous allez naître, il va se casser. Il va vous laisser seul avec votre mère et ses 3 enfants. Vous allez plutôt être élevé par cet homme-là, Patrick. Par Jean Chauvel. Donc ça, c'est en Bretagne. Hein. C'est ma sœur, ma grand-mère et mon grand-père. Donc ça, c'est dans la propriété familiale en Bretagne. La famille Chauvel, c'est assez riche. Le père, ambassadeur. Voilà, le père, il est ambassadeur. Il est nommé ambassadeur de France. Il a le titre. Il est ambassadeur à Washington. Il est ambassadeur à Londres. Il est attaché d'ambassade à Pékin. D'ailleurs, mon père est né à Pékin. Et ma tante à Beyrouth. Voilà. Et donc, et après, il fait des missions particulières. Il est très ami avec la famille royale d'Angleterre. Il est co-signataire des accords de Genève avec Mendès France. C'est vraiment un homme d'histoire. Il a été soldat en 14. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a aussi participé aux événements. Donc, c'est des gens... Déjà, moi, je suis impressionné parce que j'écoute, j'entends, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H qui est là tout le temps. C'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est les accords de Genève. Alors, j'ai beau avoir que 4 ans, il y a une ambiance quand même. Ah ouais. Et puis justement, l'histoire avec un grand H, enfin en tout cas l'histoire quand même, cette photo. Ben là, c'est voilà, c'est la villa qui s'appelle, je ne me rappelle plus le nom de la villa, mais c'est à Versoix. C'est entre Lausanne et Genève. C'est la résidence de l'ambassadeur de France. Et c'est là où il y a Mendès France et les discussions pour les réunions, pour les accords de Genève, se font là. Donc la presse suisse, enfin presse internationale, ne peut pas rentrer dans le parc. Il y a l'armée suisse qui protège les accords. Et il y a 2 petits-enfants, c'est les petits-enfants de l'ambassadeur qui sont là, c'est-à-dire ma sœur et moi. Et la presse n'a que ça à se mettre sous la dent. Donc elle fait la photo des petits-enfants. Et cette photo se retrouve dans Match en 1954 pour raconter les accords de Genève. Et parce que justement, quand un jour votre père, au bout de 10 ans, vous ne l'avez pas vu jusqu'à vos 10 ans pratiquement, votre père, à tel point que votre père... Je l'ai vu. Vous l'avez croisé il m'a fait fois. sauter sur ses genoux par moment quand même. Mais quand il revient et qu'il voit que vous vous êtes élevé un petit peu... comme un prince. Comme un prince, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit pension militaire. Voilà. Il faut on va un peu en main. redresser les choses. Voilà. Ouais. Et donc je me retrouve dans une pension semi-militaire qui s'appelle le Montcel à Juan-Jas. C'est-à-dire parcours du combattant, lever du drapeau, 6 heures de sport par jour et 10 minutes d'orthographe et de maths. Donc ça a fait de moi un intellectuel très poussé. Parce que non, justement, votre destin, fait, il va se... Eh ben, c'est ça. Et j'ai mis cette photo parce que ça, c'est une photo fondatrice, en fait, pour cette aventure qui va vous guider toute votre vie. C'est encore une fois l'histoire. Hein. Donc au centre, avec la caméra sur les genoux, il y a Pierre Schendorfer qui a 24 ans, qui est détaché
Il a un contrat civil détaché à l'armée. Il est caméraman pour le CPAD. Son meilleur ami, et attention aux amis, c'est Jean Perrot, qui est à sa droite, qui le tient par l'épaule. Ils vont être faits prisonniers ensemble à Dien Bien Phu. Ils vont s'évader ensemble. Schendorfer sera capturé. Jean Perrot disparaîtra dans la jungle. Et ça, c'est toute l'équipe. C'est la bande à Schendorfer. C'est la bande à Schendorfer. Et la bande à Schendorfer, elle va croiser aussi votre père un jour. Voilà. Effectivement. Votre père qui a un destin extraordinaire aussi, hein, on en a parlé, qui a fait la guerre, qui va être journaliste, qui va faire des émissions de télé. Et cette bande, eh bien, elle va créer un déclic chez vous. Vous avez 17 ans et vous allez décider de partir. Partir pour où? C'est dans une autre pièce qu'on va en parler. D'accord. Allez, venez avec moi. Allez Patrick, installez-vous. Et donc, on va vous retrouver. On va vous retrouver avec votre Leica. Ici, à 17 ans, vous partez pour suivre cette guerre, la guerre des 6 jours. Mon père me dit, les Israéliens mobilisent, les Arabes aussi, les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens. Il y a une guerre qui approche. Et comme je voulais faire la guerre, je me suis tiré et j'ai rejoint le front. Avec votre Leica? Avec mon petit Leica, en stop, avec un juif français qui voulait faire la guerre là-bas, qui lui voulait être combattant, et moi qui voulais voir ce qui se passait, quoi. Donc j'ai vécu des trucs forts. J'ai vu mon premier soldat tué, mais vous n'avez pas fait de belles photos, parce que ça, c'est pas votre photo. Et si j'ai mis volontairement François en haut, c'est parce qu'au retour de ça, justement, on va vous prendre à François en stagiaire pour vous apprendre vraiment à faire des photos. Voilà, ma tante, Patricia Chauvel, qui deviendra la femme de Pierre Schendorfer, a été reporter à François. Donc elle me fait rentrer comme stagiaire au labo. C'est en travaillant au laboratoire qu'on apprend les erreurs. Et j'en avais fait beaucoup. Et après, François me demande de couvrir le showbiz un peu. Et c'était assez bien payé. Donc je partais avec mon appareil photo, faire Nicoletta chez le dentiste, Johnny Hallyday, sa première voiture de sport. Et j'ai eu 2 incidents, donc un avec M. Polanski, à qui j'ai donné un grand coup de pied de botte de cow-boy dans la tête. Et donc j'ai été reçu par Lazareff au journal, qui m'a regardé d'un air un peu en colère et qui m'a dit « Mon cher Patrick, on t'a demandé de couvrir l'événement, pas de le créer. » Et ensuite, j'ai eu un deuxième incident avec Barclay. Et là, il m'a dit, on va pas pouvoir te garder parce que c'est compliqué quand même d'avoir un photographe qui tape sur les vedettes. Mais en revanche, je pense que tu es vraiment fait pour l'aventure. Tu as déjà été au Vietnam. J'avais été une fois déjà au Vietnam. Tu as tenté ton coup en Israël. Donc, je t'offre un appareil photo et un billet d'avion. Il a été quand même extrêmement élégant. Et on vous retrouve ici? Et on me retrouve, voilà, au Vietnam. Et j'ai mis volontairement cette photo, ce qui est une grande photo à côté, avec ce black. Parce que ce black, finalement, quand vous partez dans la jungle, vous le suivez. Vous le suivez même d'un petit peu trop près. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Si tu crois que je ne sais pas ce que tu fais, parce qu'en fait, j'avais pris le plus costaud, le plus gros, et je marchais derrière lui à cause des mines. C'était un peu mon bouclier, quoi. Et à un moment donné, il m'a dit, j'ai compris pourquoi tu es derrière moi. Et il m'a dit, à un moment donné, on va échanger. Je lui ai dit, mais ça ne te servait à rien, tu as vu la taille que je fais, moi. Et en fait, ils sont morts tous les deux. Ah ouais? Le radio qui est derrière a sauté sur une mine. Et lui, il a disparu. On l'a retrouvé 3 jours après, torturé et empalé, accroché à un arbre. Donc, j'ai mis cette photo derrière aussi. Alors ça, c'est mon ami Sky. Ouais. Voilà. Et vous avez dit le mot, votre ami Sky. Parce que les amis que vous allez vous faire, sur tous ces champs de bataille, je ne crois même pas qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Il ne faut pas se faire d'amis quand on est... Il faut éviter, ouais. Il faut éviter. L'amitié, c'est quelque chose de formidable et de très précieux. Mais c'est aussi, à un moment donné, dans ce genre d'environnement, vous allez perdre des amis. Et donc, j'avais peu d'expérience. Hein. Là, je dois avoir 20 ans. On devient vraiment proche. On fait beaucoup d'opérations ensemble. On passe pas mal de temps dans les bars à Saïgon, etc. On devient vraiment
ami, et il mourra. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, et ça m'a affaibli ensuite. Et donc il a fallu que je me durcisse pour continuer à couvrir les guerres. Mais lui, en tout cas, vous lui rendrez hommage à votre façon, puisque vous écrirez plus tard un roman sur lui. Sky, avant, il dira, j'espère que tu écriras mon histoire. Et on n'a pas le temps de raconter l'histoire ici, mais c'est une histoire extraordinaire. Donc ça, c'est ma première blessure au Cambodge. C'est les soldats cambodgiens qui me transportent vers l'arrière. Donc là, j'ai un éclat dans le cou, un éclat qui a cassé le coude droit, un éclat qui a sectionné la fémorale et cassé le genou à gauche, et un éclat qui a traversé la cheville à droite. Vous êtes en sale état, là. Ouais. Et pour vous éviter ce genre de désagrément, entre guillemets, bien sûr, il y a votre oncle. Il y a votre oncle qui fait ça pour vous sauver la vie, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette photo, c'est ça, Patrick? Je suis pilote. C'est Pierre Schendorfer, donc c'est après ma blessure à Panama, ça. Je prends 2 balles dans le ventre. Et il me dit, la prochaine, c'est les couilles. Donc arrête tes conneries et viens tourner avec moi Dien Bien Phu au Vietnam. Et c'est un tournage qui durait 6 mois. Alors il m'a proposé de jouer le rôle du pilote, qui s'appelait le lieutenant Duroc. Et donc, pour les besoins du film, évidemment, j'ai été obligé de me sacrifier auprès de la population locale, comme on peut le voir sur cette photo. Les dangers du tournage. Mais le sacrifice avec la jante féminine, c'est plutôt un rôle, c'est pas tellement un rôle de composition, je crois, parce que la photo qui va suivre derrière... Ah. Alors ça, c'est un reportage. C'est quoi ça? Ça, c'est mon ami, un ami journaliste, Arnaud Hamelin, qui est mort récemment, malheureusement. On décide de suivre les rebelles en Érythrée, et il me dit, et si on faisait venir les filles, c'est quand même une belle aventure. Donc je lui dis chiche, et il est revenu avec sa femme, Julie Fontaine, qui est à gauche, la blonde, qui était mannequin, et ma femme, Anne-Marie Chauvel, qui était danseuse. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les combats seraient assez durs et qu'on ferait 900 km à pied, parce que les camions qui nous ont promis ne sont jamais arrivés. Vous allez faire 900 km en 21 tous les jours. 4. Vous allez... Bref, mais ça, comme vous dites, c'est votre femme. Vous allez en avoir 4. Vous allez vous marier 4 fois. Oui, 4 fois. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Et vous n'êtes pas souvent là. Donc, voilà. On reste sur la guerre. Une photo un peu James Bond, la rigolote. C'est incroyable. Mais la guerre surtout, Patrick. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est dégueulasse, ouais. La guerre, c'est terrible. Ça, c'est un collègue journaliste à gauche en haut, de la télévision hollandaise, qui a été abattu. Des morts. Des morts, du sang, des cris, des enfants blessés, des membres coupés, des odeurs affreuses de merde, de sang, la peur, la trahison, tout ce que l'humain peut concentrer de mauvais et de bien. Mais pourtant, ça vous attire, Patrick. Depuis que vous avez 17 ans, vous y allez? Il y a plusieurs choses qui m'attirent. Il y a l'aventure. J'aime le risque, j'aime l'aventure, j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime les situations extrêmes. C'est aussi très physique. On court beaucoup. Et ça, c'est les raisons personnelles qui vous motivent surtout au début. Faire mieux que son père, faire mieux que Schendorfer, devenir un héros, etc. Mais très vite, devant la souffrance qui vous entoure et les regards des gens qui, quelquefois sans le dire, comptent sur vous pour raconter leur histoire, pour éventuellement changer les choses, tout ça passe au second plan et vous vous sentez responsable. Et comme vous êtes plutôt à l'aise dans ce genre de situation, vous avez cette mission, c'est de raconter l'histoire. On est là pour, comme je le fais là, raconter l'histoire de ces gens qui n'ont pas les moyens de la raconter. Ils sont bloqués dans une situation, pour la plupart des civils, qu'ils n'ont pas choisi. Et en fait, on est leur voix, on se sent responsable de la femme là qui a son fils mort avec la chemise rose, était désespérée.
Et elle m'a parlé à un moment donné, je l'ai interviewée, elle m'a dit, est-ce que tu peux raconter aux Français, au monde, ce qui se passe au Salvador est-ce que ça va changer les choses? Alors, je ne pense pas que ça changera énormément de choses, mais je suis convaincu qu'on ne travaille pas que pour la presse, on travaille pour la mémoire collective, et que donc les jeunes qui voient ça, peut-être qu'un jour, un jeune, en voyant ça, deviendra plus tard président de la République ou ministre de la Défense, et ne voudra pas voir ça, et donc prendra la bonne décision au moment où la guerre rôde. Et vous avez une particularité, Patrick, enfin, j'imagine, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ce métier. Comment on n'a pas de syndrome post-traumatique quand on rentre? Comment on gère ça? Comment on gère d'être là? Après, je peux parler que pour moi, il y a des collègues qui font des cauchemars horribles. Il y en a qui arrêtent parce qu'ils sont traumatisés. Moi, j'ai eu la chance que les choses me sont arrivées au fur et à mesure. Donc, j'ai pas eu le choc. Je pense que si on n'est pas pris de court et qu'on sent venir les catastrophes... Quand j'ai été blessé au Panama, j'avais un enregistreur sur moi. On entend très bien l'impact des balles qui me rentrent dedans. Et on m'entend aussi dire « ça y est ». Donc, je ne suis pas surpris d'être blessé. Donc, je gère. J'avais fait un test sur la peur avec mon copain Rokoff un soir au Vietnam. Il avait peur de rien, ce type. Et on faisait même un challenge. Je suis qu'allé aller le plus loin au combat. On était vraiment idiots. Et il y avait un interrupteur à l'entrée de notre chambre qu'on partageait. Et quand on rentrait, automatiquement, on allumait l'interrupteur comme ça. Je l'ai entendu arriver dans le couloir. Moi, je m'étais déjà couché. J'étais dans le noir. J'ai mis ma main à l'envers sur l'interrupteur. Et il est arrivé pour prendre l'interrupteur et je lui ai attrapé la main. Il a poussé un cri de souris, quoi. Et j'ai fait « Ha ha, t'as eu peur ?» Parce qu'il n'était pas prêt. Donc si vous êtes prêt à voir ça, vous vous y attendez, ça passe. Et là, ce sont des photos, des images arrêtées, mais on va regarder la séquence suivante parce que vous avez appris justement à vivre avec votre temps aussi, Patrick. On écoute. Et oui, elle est loin la période du Vietnam où quand il faisait nuit, on ne pouvait plus rien faire. Aujourd'hui, non seulement on peut faire, mais en plus, maintenant, Patrick, quand vous partez en reportage, vous avez d'abord une petite vidéo et vous prenez les photos ensuite. Oui, ça dépend de l'ordre, n'est pas toujours le même. Mais là, oui, la photo, ça raconte pas grand-chose. Alors qu'avec le son, et donc quand j'ai vu ça, j'ai très vite compris que c'était plus en caméra que ça allait être intéressant. Et en fait, ça, c'est la bataille de Mossoul, hein, donc c'était il y a quoi, 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Les appareils photo aujourd'hui sont devenus des engins incroyables parce que vous pouvez passer en vidéo, passer en photo, vous avez une latitude pour travailler gigantesque parce que vous pouvez travailler jusqu'à 30, 40 000 hasards, enfin la sensibilité est très forte. Donc il n'y a pas de limite. C'est idéal. Si j'avais eu ça au Vietnam, ça aurait été dément, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause là, pour aller dans la dernière pièce de votre parcours, pour voir un petit peu ce qui se cache désormais derrière le nom de Patrick Chauvel. Allez, venez avec moi. Alors Patrick, derrière le nom Patrick Chauvel, il y a une œuvre. Et il y a une œuvre qui s'affiche désormais, et qui s'affiche même en grand. Hein. La Maison de la Radio, ils ont fait une expo qui a duré 1 mois, 2 mois. Oui, c'était exactement, c'était encore il y a quelques jours. Hein. Oui, il y a quelques jours. Magnifique, magnifique. C'est incroyable la qualité des tirages qu'ils ont fait. Hein. Oui, parce qu'à la base, c'est ça, quoi. À la diapo, c'est ça. Au vu de tout le monde,
Et ça, quand on rentrait, c'était ça. Ouais. Patrick Chauvel, 50 ans sur le front. Patrick, vous êtes, alors pas le plus vieux reporter de guerre, mais en tout cas celui qui a couvert le plus dans le temps, le plus de guerres. Voilà, le plus ancien en longévité. Nuance, attention. Parce que, voilà. Mais d'ailleurs, quand je vois ça, je suis assez surpris. Je me dis, ah oui, j'ai fait ça quand même. Et puis c'est formidable, c'est un siècle de guerre à flux continu. Si tu veux, c'est quand même un patrimoine historique. Je ne parle pas de moi, je parle des photos, évidemment, et des événements. Et d'avoir eu la chance de vivre tous ces événements. J'ai vécu mon siècle, quoi. Et d'avoir survécu à ces événements. Parce que c'était quoi? C'est 3-4 guerres par an quand même, hein, le rythme, hein, globalement. Oui, hein. ça dépend, ouais, ça dépend. Ouais. C'est des années fastes. Il y a les honneurs qui s'affichent, et puis il y a aussi ça. Ah oui, mais là, c'est quand même incroyable, parce que le mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi, le directeur, m'a proposé de loger mes archives et de loger la Fondation Chauvel. Il y a une fondation Chauvel qui s'est créée, 380 000 clichés, 1000 heures de films, tout ça destiné au grand public, c'est ça? Voilà, il y aura des semaines citoyennes, des discussions, des conférences. Les gens, là, sur la mezzanine, ça va être refait, enfin c'est déjà refait, il y aura 120 photos sur 50 ans d'histoire. Et ici, mon bureau, et les gens pourront venir consulter les archives sur rendez-vous, les universitaires, les étudiants, les lycéens, les historiens, et on organisera des conférences de temps en temps pour parler d'un événement historique. Hein. C'est pas le mémorial pas érigé à votre gloire. Non, le mémorial, c'est l'histoire avec un grand H, la Deuxième Guerre mondiale et les guerres qui ont suivi, guerre coloniale, guerre froide et les guerres d'aujourd'hui. Et donc c'est cette partie où moi j'interviens, puisque j'y étais, j'incarne un peu les choses, et il y a mes photos, et on fera des conférences sur l'histoire. Hein. Ce sera pas. C'est un endroit formidable. Il y a plus de 300 000 visiteurs par an. Vous vous attendiez à ça, Patrick? Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. De votre vivant? Mais non. Je suis vivant, en fait. Oui. Non, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux pour les gens qui sont sur les photos aussi. C'est une vraie reconnaissance, mais une reconnaissance aussi de ce qui s'est passé dans le monde. C'est ça qui est formidable de ce qu'a créé Stéphane Grimaldi avec le mémorial, c'est qu'on replonge dans la guerre, on entend les discours de Churchill, on voit Staline, il y a un cinéma circulaire, il y a des conférences, il y a les uniformes, les tanks, les avions. Donc toute cette jeunesse qui n'a pas connu la guerre se replonge dedans et comprend comment la société d'aujourd'hui s'est fabriquée, et surtout avec les guerres qui continuent, qu'on va montrer là maintenant. Là, il me propose de montrer ça. Les gens vont comprendre la fragilité de la paix. On va peut-être la défendre sur la fragilité de la paix. Mais donc, parmi ces 380 000 clichés, on va voir des clichés comme ça, Patrick. On va voir des clichés comme ça. Mossoul. On va voir des clichés comme ça. La Syrie, récemment. Patrick, c'est des grandes photos qu'on voit là. C'est des photos fortes. C'est des belles photos. La guerre, c'est moche, et c'est des belles photos. Malheureusement, quelquefois, les situations dramatiques, tout se met en place, et parce que c'est dramatique, sans doute, il y a quelque chose de fort. Là, le regard désespéré de cette petite fille qui n'a pas demandé à être là. Et au-delà de ça, quand vous faites des photos pareilles, vous cherchez à faire de belles photos. Est-ce qu'il y a ce souci esthétique ou est-ce que c'est évidemment malgré vous? Moi, je ne cherche pas à faire de belles photos, mais quelquefois, la photo est belle. C'est la photo. D'un seul coup, je cadre et tout se met en place. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez encore au présent, justement. Et on va aller sur cet écran, Patrick, avec ce cliché-là. Parce que la guerre, c'est pas derrière vous, Patrick. Vous avez 70 ans. Oui, ne soyez pas désagréable. Aujourd'hui. Et encore sur le front? Encore sur le front. Ça, c'est mon fils Antoine Chauvel, dont je suis très fier. Oui. Je vous le recommande. Et ça, c'est vous, 70 ans, encore sur le front, Patrick, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que... Je sais pas, quand les guerres s'arrêteront. Moi, j'ai la sécurité de l'emploi, hélas. C'est quoi ça, Patrick? C'est ma vision de Paris. Ouais. Si on ne fait pas attention, si on n'écoute pas les journalistes, si on ignore et si on fait l'autruche, si on fait trop les bisounours en disant il faut comprendre ceci, si on ne réagit pas dans les deux sens,
c'est-à-dire en dédramatisant et en prenant au sérieux les menaces, ça nous pend au nez, ça. C'est très facile de commencer une guerre. C'est très difficile de l'arrêter. Et donc moi, quand on me demande si je fais des cauchemars, non, j'en fais pas. Pas quand je dors, mais quelquefois j'en fais quand je suis réveillé. Parce que je retrouve des situations, je vois des gens qui courent parce qu'il y a une voiture qui va trop vite et qu'ils ont traversé au rouge, au vert. Et d'un seul coup, la position des corps me rappelle des soldats qui courent dans un champ de mines, et j'ai des flashs comme ça par moment. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'entends les gens parler, ils s'engueulent, ils font des blagues racistes, en rigolant bêtement, mais c'est comme ça que ça commence. Il y a des petites choses, des petites lumières qui s'allument, j'ai envie de les prévenir que ça pourrait nous arriver. Et donc avec un graphiste qui s'appelle Paul Biota, on a travaillé là-dessus, et j'ai pris mes photos de conflit, j'ai cherché la même lumière, et j'ai refait la photo de Paris, et ensuite on a mélangé les deux. Et on a fait une expo à la Monnaie de Paris, c'est Bayeux qui a fait la première, le festival de Bayeux des correspondants de guerre qui a fait la première expo. J'ai mis 10 ans à trouver un endroit d'exposition, les gens trouvaient ça trop anxiogène. Sauf qu'à force de se voiler la face, ça va nous arriver. Et ce qui est horrible, c'est quand il y a eu le Bataclan, il y a des journaux qui ont repris mes photos, qui avaient été montrées 5-6 ans avant, en disant prémonitoire. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, dans Paris, quelquefois je fais des photos, j'ai une patrouille de l'armée française en tenue camouflée qui traverse ce pont. C'est pas exactement ça, mais j'ai pas besoin de faire un montage là. Les gens se sont habitués, mais c'est quand même dément d'être habitués à avoir des légionnaires, des chasseurs alpins, enfin des soldats entraînés à la guerre qui patrouillent dans les gares et au Louvre. Dernier écran. 2 photos. Celle-ci. Oui, ça, c'était pas très malin de ma part, hein, de partir avec les boat people qui ont coulé. Donc, parce que là, effectivement, on est en 1990, vous êtes un boat people, il y a 40 personnes autour de vous, il n'y aura que 14 survivants là. Il n'y aura que 14 survivants. Il n'y aura que 14, dont vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut garder comme image? Ça, vous qui prenez des risques insensés, et parce que vous prenez ces risques insensés, vous pouvez parler en leur nom, en gros, hein, si. Ou est-ce qu'il faut regardez ça, cette image du jeune à 20 ans. Mais c'était pas simple pour ce jeune homme d'avoir un père comme Jean-François Chauvel, avec ses amis Kessel, Schendorfer, et toute cette bande, et même Antonia, avec cette vie incroyable qu'elle a eue pendant la guerre. Il fallait quand même que je les tue tous pour me réaliser. Donc il fallait faire mieux qu'eux. Alors j'ai pas fait mieux qu'eux, évidemment, mais j'ai suivi... Vous avez fait de votre mieux. Voilà, vous avez fait de votre mieux. Voilà. C'est moi qui vais prendre une photo là, pour finir. C'est une photo selfie. Logiquement, ça ne se rate pas, ça. Hein. Allez, faites un beau sourire, s'il vous plaît. Merci infiniment, Patrick. Merci. On n'a pas dit, la Fondation Patrick Chauvel, ça ouvre dans quelques jours, là, en février, et j'essaierai de venir vous voir si jamais. D'accord. Vous m'acceptez? Ouais. Hein? Allez, on se retrouve à Caen, alors. C'est parce que vous êtes corse. On est cousins. Voilà.